Un jour glorieux, on dit de concert Benjamin Netanyahou et Donald Trump. C'était à l'occasion de l'installation de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, un acte unilatéral du président des États-Unis. Et pendant cette même journée, c'était lundi dernier, 60 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza. Plus de 2000 ont été blessés. C'était aussi les 70 ans de la création, avec l'accord des Nations Unies, de l'État d'Israël, dans les conséquences et la nécessité de faire justice après le génocide dont ont été victimes les Juifs d'Europe, un crime commis en Europe. Mais d'une injustice, est-il normal qu'en est-ce d'autres, puisque le lendemain, c'était l'anniversaire d'un autre 70e anniversaire, ce que les Palestiniens appellent la Nakba. Ils furent 700 000 à être chassés de chez eux par la terreur, par la violence. Nous allons parler de ce présent et de ce passé, de ce présent et de ce passé qui sont emmêlés, de ce passé plein d'à présent, avec vous, Elias Sambar. Elias Sambar, vous êtes français et palestinien. Vous êtes ambassadeur de la Palestine à l'UNESCO depuis 12 ans. Vous êtes un intellectuel connu à la fois par ses livres et par ses traductions d'un immense poète, Mahmoud Darwish, grand poète de langue arabe. Et en même temps, je cite parmi l'un de vos ouvrages les plus populaires, le Dictionnaire amoureux de la Palestine. Ma première question, toute simple, puisqu'on a fait le choix, au fond, de se tourner vers ceux qu'on voudrait peut-être rendre invisibles et qui crient leur souffrance, c'est de vous demander comment vous réagissez aux événements récents. Il y a bien entendu la réaction par rapport à ce massacre, qui n'est qu'un crime de guerre. Et tout ce que cela peut soulever, tout ce que cela peut faire naître dans le cœur des hommes, et qu'ils soient palestiniens ou qu'ils ne soient pas palestiniens. Je pense que c'est un drame humain intolérable. Il y a également le fait que cette coïncidence des dates historiques, il y a le fait que l'ambassade à Jérusalem, le massacre à Gaza, coïncidait également avec un anniversaire extrêmement triste et douloureux. Et j'en parle également à un niveau personnel, car je suis un enfant de 48. Moi, vous êtes né le 16 février 1947. Voilà. Vous aviez, par rapport à la date symbolique d'hier, voilà, un an et 3 mois. Vous êtes né à Haïfa. Voilà, j'ai fait partie des enfants portés par leur mère de l'autre côté des frontières, donc portés vers les exils. Et c'est des images que je vois aujourd'hui aussi, avec ces foules qui vont à pied à travers le monde pour essayer d'avoir un avenir un peu moins douloureux, ou ces foules qui sont sur les mers, sur les flots. Donc il y a un côté très très fort dans ce souvenir. Et juste pour en parler très rapidement, le sentiment qu'un drame qui s'est déroulé il y a 70 ans est en train d'être rejoué et de façon encore plus douloureuse. Et je vais m'expliquer. En 1948, il ne s'agit pas d'une occupation de la Palestine, mais d'une disparition. La Palestine disparaît, on efface son nom, on dit que son peuple n'a jamais existé, d'ailleurs même qu'il n'a même pas de nom. On va commencer à nous appeler réfugiés arabes, qui est un terme très très vague. On dira que la Palestine, les Palestiniens, ça n'existe pas. Et le but de cette histoire fondamentale, qui est ponctuée de massacres pour pousser les récalcitrants à partir. Donc ce n'est pas un génocide, il faut être très très clair, c'est une expulsion. Et d'espérer qu'à un moment donné, ce peuple va s'évanouir dans la nature, sortir de scène, devenir invisible et ne plus faire parler de lui. Et donc pendant 70 ans, si vous voulez définir le mouvement national palestinien en une phrase, on sait que ces 70 ans étaient lourds d'événements, de guerres, d'épisodes sanglants, d'épisodes de négociations, bien entendu. Mais il y a un fil conducteur pendant ces 70 ans, qui était que les Palestiniens se sont battus pour reconquérir leur nom, N-O-M, pour dire « ça existe, nous ne sommes pas invisibles, vous pouvez nous voir, et désormais, puisque vous nous voyez, vous allez devoir nous écouter ». Vous savez souvent
moi j'ai beaucoup travaillé sur l'expulsion de 1948, souvent des personnes de très bonne foi sont ébahies et viennent me dire « mais pourquoi vous n'avez pas raconté cela avant ?» J'ai dit « mais on n'a pas arrêté de le raconter, mais la terre était sourde. » Il y avait une volonté de ne pas entendre. Et ce n'est pas du tout un hasard. Si on a commencé à parler de l'expulsion que lorsque des historiens israéliens se sont saisis de la question. Le vainqueur avait lui, ce droit à l'écoute. Maintenant, c'est fini. Nous sommes entendus, la terre entière sait qu'on existe, nous avons reconquis le nom, nous sommes là. Mais ce qui est terrible dans ce 70e anniversaire, il y a eu bien sûr cette histoire de l'ambassade qui est venue un peu comme une provocation et un peu aiguiser encore plus les sentiments. Mais ce qui est terrible, et moi mon sentiment, c'est très dur. J'ai presque la conviction de vivre une deuxième Nakba, non pas un anniversaire. Car ce à quoi nous sommes en train d'assister aujourd'hui, après 70 ans de disparition d'un peuple, nous sommes en train d'assister à une Nakba qui est en train de frapper tout le pourtour arabe autour de la Palestine. Nous sommes en train d'assister à la disparition de pays arabes cette fois, et non plus simplement du pays palestinien. La Syrie est en voie de disparition, l'Irak est en voie de disparition, le Yémen est en voie de disparition, et je pourrais prolonger la liste. Donc, nous sommes encore dans ce processus criminel, il n'y a pas d'autre terme, qui vise, quand les peuples ne vous conviennent pas, à les faire sortir de scène. Après avoir tenté de nous faire sortir de scène, aujourd'hui nous sommes en train d'assister en direct à une sortie forcée de scène de plusieurs peuples arabes autour de la Palestine. Or, il y a là un point qu'on ne souligne pas assez. Nous aurions disparu si ces peuples arabes ne nous avaient pas accueillis. Nous avons survécu, nous avons pu continuer à nous battre, parce que nous avons été expulsés dans le prolongement de nous-mêmes, dans l'exil palestinien. C'est un point important. Il n'y a pas de dépaysement. Les exilés palestiniens arrivent dans des sociétés qui ont la même langue, la même culture classique, les mêmes références culturelles, la même cuisine. Il n'y a pas de dépaysement. Il y a un sentiment d'injustice, mais il n'y a pas de dépaysement. Or, on est aujourd'hui en train de voir disparaître ces peuples qui nous ont servi de réceptacle et grâce auquel, contrairement à tout ce qui se raconte sur le fait que les Arabes vous ont toujours trahi et cette confusion très, très pratique entre des régimes et des peuples, les peuples nous ont accueillis. On oublie combien d'Arabes sont morts à nos côtés. On l'oublie. Et les peuples arabes aujourd'hui sont à leur tour en train d'être sortis de scène. Donc c'est un sentiment d'une tragédie terrible qui se reproduit, et bien entendu, à chaque fois, de façon encore pire que la précédente. Elias Samba, vous avez participé aux négociations de paix qui ont l'air d'être un très vieux souvenir aux États-Unis, y compris sur la question des réfugiés, du retour, etc., sur des questions très, très délicates. Et vous avez, toute votre œuvre est habitée par cette question aussi de combattre la disparition, le bien des absents en 2004, et puis un formidable livre sur les photos, les photographies pour montrer, pour retrouver cette visibilité ou justement cette absence d'un peuple sur sa propre terre. Mais la question qu'il faut affronter aujourd'hui, on est 70 ans après, on a ce sentiment d'une désolation totale, d'une puissance du vainqueur, des vainqueurs, d'une arrogance, d'une violence, d'une impasse. La question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que le camp du mouvement national palestinien, ses alliés du monde arabe, n'ont-ils pas donné la main à cette impasse ? C'est très présent dans le discours israélien. C'est l'idée, vous n'avez pas pris la main au moment où on vous l'avait tendu, vous avez fait échouer les accords de paix. C'est un refrain. Et du coup, vous avez donné la main à des extrémistes qui sont des extrémistes proches de l'Iran, et ainsi de suite. C'est une question qui revient tous les mois de novembre, parce qu'elle fait référence au débat sur le partage à l'ONU en 1947, au mois de novembre 1947, et le vote de cette résolution du partage. Les Palestiniens ne pouvaient pas l'accepter pour une raison qu'elle leur semblait absolument irréelle. Il faut quand même poser les questions dans le contexte où elles se posent. En 1947, vous avez un pays où il y a 1 400 000 personnes qui sont là depuis des siècles, avec leurs
leurs ancêtres, leurs pères, leurs grands-parents, qui se considèrent comme les enfants de cette terre sainte, une communauté de 600 000 personnes venues quasiment à 90% des divers mouvements venus de l'Europe du fait des persécutions et de la barbarie nazie. Vous parlez bien entendu, de la communauté juive à la ce communauté juive. Et on vient leur dire, voilà, des pays qui sont installés à New York viennent de décider que vous allez céder 55% de vos terres les plus fertiles. Jérusalem ne sera plus votre capitale ni la leur, elle aura un statut de corpus separatum. Et vous allez vous cantonner au reste. Il n'était pas possible, il n'était pas irréel de penser qu'un peuple pouvait dire cela. Ce n'était pas une question d'hospitalité. Je sais combien cette question vous intéresse. Par contre, ce qu'on ne dit pas à ce moment, ce qu'on ne dit pas, c'est que le délégué de la Palestine qui prend la parole et monte à la tribune de l'ONU propose une alternative au plan de partage, qui est que tous ceux qui sont là, c'est-à-dire juifs ou pas juifs, obtiennent un statut de citoyen avec des droits égaux, mais qu'on arrête l'immigration parce que le pays n'arrive plus à absorber. Et bien entendu, cette partie du discours a disparu. Donc, il n'était pas possible. Aujourd'hui, moi, je pense... Je faisais allusion aussi à l'impasse plus récente. Moi, je pense que si Arafat... Je pense que si Yasser Arafat avait été aux affaires, il aurait, par intelligence politique et tactique, accepté. Parce que, accepter le partage, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Parce que là, il se serait dit, c'est de la politique fiction, enfin de l'histoire fiction, il se serait dit, la démographie est en ma faveur, je suis sur ma terre, personne ne pourra m'évaporer. Ça n'a pas été le cas, ce n'était pas le cas de la direction traditionnelle palestinienne de l'époque, ce n'était pas le cas de la société, et ce n'était pas le cas déjà de la surenchère d'un certain nombre de dirigeants arabes qui étaient prêts à se battre jusqu'au dernier Palestinien et qui, un an après, quand la guerre éclate, celle de la conquête de la Palestine par les troupes de Ben Gurion, vont se faire remarquer de façon extraordinaire sur le terrain. Après, il y a l'absence, il y a l'invisibilité, et puis commence une période de résistance. Il est certain que pendant cette période de résistance, il y a eu de la lutte armée. D'ailleurs, à l'époque, la lutte armée était une sorte de marque de noblesse militant à travers la planète, et pas seulement en Palestine. Je rappelle que c'est la période du Vietnam, de Cuba, des combats en Afrique, de la révolte contre la colonisation en Algérie, et ainsi de suite. Donc les Palestiniens entrent dans le processus de la lutte armée, et je pense que la lutte armée, en fonction du droit de la guerre, en fonction des conventions de Genève, est un devoir pour les populations occupées. Ce n'est pas un crime. Cela dit, la lutte armée a une règle qui est quelle est votre cible. Quand vous vous battez contre des forces occupantes, vous êtes dans la légitimité absolue, vous résistez. Et il est certain qu'à certains moments, les moments d'impasse, un certain nombre de mouvements palestiniens ont pensé que des actes terroristes, parce qu'ils s'attaquaient à des civils, parce que tout est violent dans une guerre de libération. Ce n'est pas que ce qui est terroriste est violent et le reste, tout est violent. Mais là, la cible déterminée, le caractère terroriste, c'était les civils, avec cette idée absolument fausse qu'ils ont payée, que nous avons payée de façon très très lourde, qui était qu'en faisant des actions de ce type, on pouvait débloquer des impasses. Ça n'a jamais rien débloqué. Il y a aussi autre chose. Dans cette invisibilité, et ça, on revient aux images, on a été au départ perçu uniquement, non pas comme un peuple, mais comme une organisation. Et donc, dès qu'il y avait, par exemple, un débat d'idées, ça, moi, c'est une période que j'ai vécue, on nous disait, mais c'est pas possible, quelle pagaille. Ou dès qu'il y avait quelqu'un, il y avait des vols, on vient d'entendre des histoires de détournement de fonds. Il y avait des détournements. Comment vous détournez des fonds? C'est pas possible, etc. Or, c'est un peuple. C'est-à-dire qu'il y a de tout dans un peuple. Il y a des héros, il y a des personnes admirables, il y a des personnes infréquentables, il y a des voleurs, il y a des gens honnêtes. Et ça a été un moment fondamental dans la lutte. Percevez-nous comme une variété de gens, mais qui sont unis par rapport à un rapport à un lieu qui est cette terre, un rapport à une histoire, un rapport à une identité. Et j'ajouterai une chose pour les négociations. Le reste, les boucliers humains, ils utilisent les civils.
toutes les occupations ont utilisé ce type de langage. Et il ne faut pas perdre de temps à répondre. Par contre, il faudrait que les Israéliens m'entendent bien. Il faudrait qu'ils pensent un instant à la violence que nous nous sommes faits pour leur proposer de vivre avec eux. Ils croient que c'est une chose évidente, que bon, il y a certaines personnes fréquentables en Palestine qui sont pour la paix, alors on leur parle. Mais moi, je me suis fait une immense violence pour proposer à quelqu'un dont je pensais qu'il était la cause de mon malheur, qu'un jour je voudrais être réconcilié et vivre avec lui. Cela, personne n'en parle. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui dans cette impasse-là? Aujourd'hui, il ne faut pas enjoliver les choses. La direction palestinienne est dans une situation extrêmement difficile. Elle est extrêmement difficile du fait de la position américaine. Elle ne dirige pas dans la bande de Gaza. Bien sûr. Puisque c'est le Hamas. Elle est également dans une impasse du fait de la division interne. Elle est dans l'impasse également du fait qu'aujourd'hui émerge en Palestine un courant fondamentaliste qui menace notre identité profonde. Nous sommes un peuple pluriel et nous avons été un peuple pluriel pendant des siècles. Et si nous perdons cette pluralité interne, nous ne serons plus les mêmes. Il y a également la conjoncture, il y a la situation économique. Bref, tout le monde connaît cette longue liste de problèmes. Il y a une impasse. Et il est certain que dans cette impasse, les dernières initiatives américaines ont donné un peu le feu vert à ce que la seule règle qui est court sur le terrain soit celle du rapport de force. Et dans le rapport de force, l'armée d'occupation a le rapport de force en main. Donc qu'est-ce que vous demandez? Alors, ce que je demande, c'est que beaucoup de pays, qui d'ailleurs étaient révoltés par cette décision sur Jérusalem, que beaucoup de pays qui disent que ça n'est pas acceptable, nous les entendons depuis 2 jours. Et je ne fais pas de l'ironie, c'est juste. Ce qui s'est passé est affreux. Ce que je demande, c'est que ces pays fassent juste un acte qui est celui de la reconnaissance. C'est fondamental que la reconnaissance ait lieu. Et ça n'est pas une question purement symbolique. La reconnaissance de l'État de Palestine. Oui, parce que dans une reconnaissance, vous passez de la notion de territoire au pluriel à la notion du territoire au singulier. Quand vous reconnaissez un pays, vous n'avez pas besoin, si vous reconnaissez un pays, les habitants de ce pays, les enfants de ce pays, n'ont pas besoin de donner la preuve qu'ils méritent le droit à l'autodétermination. Ce droit leur est inné. Aujourd'hui, quand vous parlez des territoires palestiniens, quel est le terme qu'on utilise? On dit les habitants des territoires. Or, c'est le peuple. Et là, il y a une très grande différence. Quand vous dites, vous reconnaissez un pays, vous n'avez plus besoin de dire voilà où sont ses frontières. Vous pouvez dire je constate qu'elles sont occupées. Mais on les connaît, les frontières, et c'est celle de 67. La capitale est également. Et vous savez, dans mon expérience, pendant 12 ans, je vous donne ma parole, jamais les délégués américains ou israéliens ne sont arrivés à prononcer le mot Palestine. Ils disent Palestiniens. Les Palestiniens. Alors ils disent la Jordanie vient d'intervenir, la Syrie vient d'intervenir, la Suède vient d'intervenir, les Palestiniens interviennent. Nous sommes une sorte de magma informe. Enfin, c'est ce qu'ils essayent de faire passer. Nous ne le sommes pas. Donc il faut qu'il y ait la reconnaissance. Et c'est d'autant plus bizarre, cette perte de temps et qui aide à la course vers un abîme. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est que la plupart des pays ont eu un vote au niveau de leurs assemblées nationales qui était pour la reconnaissance. La France, moi j'étais à l'Assemblée nationale quand il y a eu le vote. La France a voté le principe de la reconnaissance. Il reste cet acte. Cet acte, s'il est pris, changera la donne. La réponse au massacre de lundi devrait être la reconnaissance. Parce que beaucoup plus que toute autre chose. On voit pas, il ne va pas y avoir de divisions blindées françaises envoyées pour calmer le jeu. Il ne va pas y avoir des boycotts économiques de je ne sais quoi pour punir les criminels. Même la Cour pénale internationale. Vous savez, nous avons fait la saisine hier, ça y est. Sur les actes... Sur crimes de guerre, tribunal pénal international. La procureure a annoncé qu'elle lançait l'enquête.
Mais c'est très bien de lancer l'enquête. Mais qui vous dit que les officiers concernés israéliens vont venir répondre et dire, voilà, oui, question-réponse, et voilà ce qui s'est passé. Donc, en tout cas, c'est très symbolique. Ce qui est fondamental, c'est de dire, voici un acte politique de reconnaissance, un acte équitable, et qui vous montre, vous, Israéliens, que vous ne pouvez pas tout faire impunément. Vous savez, il y a une règle en démocratie qui est très belle, qui est celle de l'égalité devant la loi. Nous demandons l'égalité devant le droit. Or, nous n'avons pas l'égalité devant le droit. La France refuse de faire cet acte. Ce n'est pas qu'elle refuse. Je peux vous le dire, dans la plupart des échanges. Avec Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. Mais tout le monde, un peu de patience, ça viendra. Mais ça viendra quand? Après tous ces drames? Lorsque la situation échappera complètement des mains? Lorsque cette assemblée... Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai beaucoup d'amis israéliens. Ils étaient consternés par cette assemblée réunie à Jérusalem pour l'inauguration. Avec en plus un pasteur antisémite. Mais à part le pasteur antisémite, la moitié des membres sont des membres du Ku Klux Klan. C'est l'extrême droite religieuse américaine qui était là. Que font les Israéliens en si mauvaise compagnie? Mais ça, leur direction aujourd'hui est tout à fait en harmonie avec ce type de discours intégriste. Nous avions un discours intégriste des colons et de Netanyahou et ainsi de suite, et un discours intégriste chrétien catholique venu des États-Unis. Et ce qui est aberrant et qui devrait pousser à la reconnaissance, c'est qu'il y a un cynisme criminel dans cette histoire d'ambassade. Vous avez un président des États-Unis qui fait des gestes pour garantir le succès aux élections de son mi-mandat dans 2 ans. Et vous avez un Premier ministre qui pousse à la chose avec l'espoir d'échapper précisément à l'enquête. On a parlé de Olmert qui avait passé quelque temps dans les prisons israéliennes, mais il y a une énorme enquête concernant Netanyahou. M. Netanyahou, de corruption. Et regardez où nous allons. Non, la situation est extrêmement grave et il faut le dire même surtout aux partisans de la Palestine, aux gens solidaires. La direction palestinienne aujourd'hui est démunie. Elle est démunie. Alors politiquement, j'entends. Elle est démunie. On va confronter ce que vous venez de dire, la direction palestinienne est démunie, à la situation sur le terrain, telle que le vivent les Palestiniens eux-mêmes, avec quelqu'un que vous connaissez bien, qui est une chercheuse au CNRS, chargée de recherche au CNRS, Stéphanie Lat Abdallah, qui a beaucoup travaillé sur les réfugiés, sur les prisonniers, sur l'état, ce que vous appelez la toile carcérale. J'ai été, en regardant, vous avez travaillé longtemps à l'Institut français du Proche-Orient, en regardant, et votre dernier livre paru aux éditions Actes Sud, c'est L'illusion de la séparation. En regardant vos travaux, j'ai été stupéfait par ce chiffre qui est trop peu connu. Vous parlez de la répression et de la longue durée de cette répression. On parle de ces 70 ans, mais là, parlons depuis 67, depuis qu'Israël occupe des territoires au-delà de ses frontières internationalement reconnues. Vous dites que depuis 67, 40% des hommes palestiniens vivant en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza, 40%, je dis bien, ont été détenus. Oui, ce sont les chiffres qu'on arrive à avoir en cumulatif, en fait, sur les générations. Effectivement, il y a une utilisation très très claire, en fait, de l'incarcération, des incarcérations massives, comme un mode de gouvernement aussi de la population en Cisjordanie et à Gaza, et qui a un énorme effet en termes social, en termes sociétal. Donc un effet en plus qui a été accru depuis la seconde intifada, et on va dire vraiment la transformation en fait des modalités de l'occupation. Enfin, c'est-à-dire une fois qu'Oslo a été enterré, on peut pas dire autre chose. Il y a eu une transformation de ces modalités de l'occupation qui se sont donc centrées sur une gestion d'un conflit de basse intensité avec certains types d'outils comme justement cette toile carcérale qu'on voit réactiver évidemment au moment de la première intifada. On a le plus haut taux d'incarcération au monde.
Ensuite, il y a beaucoup d'incarcérations. 7 000 à peu près le nombre de Aujourd'hui, prisonniers. oui. Aujourd'hui, 6 000, autour de 6 000. 6 000. Mais c'est devenu à 6 000. Oui, c'est à peu près 6 000. Ça a été beaucoup plus au moment de la répression de la seconde intifada. C'était dans les 8 000, disons. Et c'est des modes d'incarcération qui peuvent exister aussi selon les dispositions spécifiques, sans décision de justice, si j'ai bien compris. Oui, ça, ce sont les dispositions effectivement de la détention administrative qui permettent donc de garder incarcéré pour des périodes renouvelables tous les 6 mois et qui peuvent s'étendre assez longtemps sans qu'il y ait ni de procès, ni même que les raisons de cette incarcération soient données aux avocats ou à la personne qui sont gardés à la discrétion des services de renseignement du Shin Bet. Et du coup, c'est effectivement ce Shin Bet qui a pris énormément de pouvoir. Le service de renseignement intérieur. Le service de renseignement intérieur qui a pris énormément en fait, de pouvoir dans les territoires, en tout cas en Cisjordanie, surtout depuis le désengagement d'Israël de la bande de Gaza, qui fait que la bande de Gaza, finalement, lui est quand même beaucoup plus opaque que ne lui est la Cisjordanie, que le Shin Bet contrôle quand même très très largement. Là, il y avait, je veux dire, ne serait-ce que par cette hall carcérale, ça permet de recruter énormément d'informateurs, en fait, puisque au-delà même des 6 000 détenus, il y a tous les gens qui sont arrêtés. Par exemple, en 2014, on avait le chiffre donné par la police israélienne qui était de 17 000 arrestations dans l'année. Donc en fait, il y a aussi tous ces gens qui rentrent et qui sortent. Il y a aussi tout un système d'entrée et de sortie qui permet d'emmagasiner des informations et donc de contrôler vraiment de très près une population. Ce que vous rappelez aussi, qu'on connaît c'est trop peu, c'est que, alors qu'il y a eu théoriquement des accords et des négociations de paix, que l'ensemble des organisations palestiniennes sont considérées comme illégales, vous le dites? Oui, toujours. Y compris le Fatah, artisan d'Oslo et base de l'autorité palestinienne? Oui, tout à fait. Il y a une liste dans la documentation administrative et policière israélienne. Il y a une liste des organisations considérées comme illégales et il y a aussi une liste des organisations considérées comme terroristes. Mais dans cette ligne des organisations considérées comme illégales, il y a effectivement toujours le Fatah qui a été déclaré en 1986 organisation terroriste et illégale et qu'il est toujours. Donc en fait, cette idée de toile carcérale, c'est aussi cette virtualité en fait. C'est-à-dire que légalement, vous pouvez être arrêté pour appartenance au Fatah, en fait. Alors évidemment, ce n'est pas activé comme ça, c'est activé selon la coopération. En tout cas, c'est possible. C'est possible. Comme une épée de Damoclès. C'est comme une épée de Damoclès, et ceci dit, c'est par contre très régulièrement, effectivement, activé pour le Front populaire, par exemple, évidemment pour le Hamas, mais pour des partis... Alors en plus, ça va quand même au-delà, c'est-à-dire qu'on a à la fois tous ces partis politiques qui sont, de toute façon, sur cette liste, mais on a une tendance à mettre toute une série aussi d'ONG sur cette liste. Et donc c'est une liste qui a plutôt tendance à s'étendre et c'est très difficile d'en sortir. Ça, c'est comme quand vous êtes catégorisé comme un risque sécuritaire, hein, parce qu'il y a aussi toute cette catégorisation en termes de risque sécuritaire qui est faite par le Shin Bet, notamment à travers le système de permis. Il est très facile d'être classé comme un risque sécuritaire, très difficile d'en sortir. Et là aussi, on voit un changement à partir de 2000. C'est-à-dire qu'avant 2000, il y a quelques milliers de personnes qui sont classées comme des personnes à risque, hein, comme des personnes qui sont considérées comme à risque et qui n'ont donc pas le droit d'avoir de permis pour entrer en Israël ou pour aller à Gaza, etc. Mais entre 2000 et 2005, il y en a 200 000 qui sont classés dans cette catégorie. Donc il y a ces doubles processus, en fait, de système de permis qui introduit une forme de classement en termes de risque, de gestion du risque en fait, selon qui vous êtes, selon quels sont vos liens, selon toute une série selon là où vous vivez, vous avez toute une série de paramètres et la toile carcérale en effet qui est toujours là aussi comme une possibilité en fait de Quand on imagine ça sur la longue durée, 40% des hommes depuis 67, donc ça nous amène il y a 50 ans quand même. Hein, quand on voit ça, quand on voit le spectre si large de la possibilité de cet arbitraire, au fond, hein, sécuritaire, vous qui avez travaillé aussi sur comment la société, vous parlez d'ailleurs d'une société épaisse, comment la société réagit à tout cela, comment se font les formes de résistance.
en vous écoutant, je me dis, mais comment ça ne provoque pas encore plus de violence? Parce que ça doit provoquer un ressentiment infini au cœur d'un peuple de se sentir comme ça. Comment et peut-être j'aimerais aussi la réaction d'Elias Sambar, c'est-à-dire comment vous, en tant que politiste, que sociologue, vous voyez l'impact en profondeur sur la société palestinienne? Oui, enfin, juste pour finir là-dessus, juste par rapport au budget du Shin Bet qui serait à peu près de 7 milliards d'euros annuels, il y en aurait 3 milliards qui seraient donnés pour les informateurs. Donc, pour les informateurs, pour payer les informateurs. Pour payer les informateurs. Ça, je le tiens d'avocat à la cour militaire. Donc, vous imaginez, c'est une partie de l'économie de la Cisjordanie aujourd'hui. Oui, ça insuffle de l'argent. Ça insuffle de l'argent. Pour la trahison, pour la délation, pour la suspicion, pour la... Oui, mais alors là-dessus, il y a eu aussi un changement. C'est-à-dire qu'autant pendant la première intifada, les informateurs, etc., il y a eu des règlements de compte terribles, etc., on en a toujours à Gaza. Autant au jour d'aujourd'hui, en Cisjordanie, il y a des gens qui vous disent c'est pas de leur faute, ils sont arrêtés. Donc en fait, l'idée, les gens vous disent ça peut être n'importe qui. Ça peut être lui, ça peut être lui, ça peut être lui. Mais les gens n'ont pas cette condamnation, en tout cas, puisqu'il y a une forme d'admission du fait que la situation est telle qu'elle est difficile d'aller contre. Donc, en fait, l'idée, c'est plutôt... c'est des formes de cloisonnement. C'est des formes de cloisonnement, en fait. Il vaut mieux ne pas savoir certaines choses, en fait. Mais le problème... Donc, je pense que la société réagit... Moi, je crois que c'est une société qui, à la fois... qui est, comme je l'ai perçue en vivant là-bas, qui est à la fois très... qui a gardé toute son hospitalité, sa générosité, tout ça, et en même temps, je pense que c'est une société qui, au fond, a un problème de confiance à l'intérieur, en tout cas en Cisjordanie, qui est vraiment lié à ça, à ce colonial qui rentre, en fait, dans la société, dans les gens, et je crois que c'est pas quelque chose qui est trop dit, parce que c'est pas quelque chose... de confiance de la Palestine en elle-même, des Palestiniens en eux-mêmes. Entre eux, en tout cas en Cisjordanie. Je crois que c'est assez fort. Je veux dire, bon, c'est pas quelque chose qu'on aime dire, parce qu'effectivement, c'est pas évident, mais en même temps, c'est quelque chose qu'avec le temps, on ressent et que les gens quand même expriment d'une certaine manière en disant, et sans doute en cloisonnant ou en trouvant d'autres manières de pallier. Mais je pense que cette situation coloniale a quand même un effet profond sur les personnes. Enfin, c'est comme ça que je... Elias Sambar. C'est une multiplicité de paradoxes, en fait. C'est une société qui a traditionnellement été une société qui avait beaucoup de souffle. Souvent, je le dis comme ça, en disant c'est quand même le pays de Job. Il y a une longue patience qui n'excuse rien. Ce que vous dites est vrai. Mais il y a une longue patience et il y a eu avec allusion au livre de Job dans la Bible. Avec la prise de conscience politique, c'est une société extrêmement politisée parce que sa vie tient au déroulement politique. Son existence est liée à la politique, qui a commencé à comprendre. Et là, je le vois par exemple dans les réactions par rapport à la deuxième intifada qui était armée, et qui commence à comprendre que s'ils montent en violence, ils donneront tous les justificatifs à la partie adverse de dire « je suis sous la menace, donc je peux tout faire pour ne pas disparaître ». N'oubliez pas, il y a cette thématique permanente israélienne. Nous sommes menacés dans notre existence même quand... D'ailleurs, je dis souvent, la Palestine est quand même le seul endroit au monde où les occupés persécuteraient les occupants. Les occupants sont les victimes de leurs occupés en Palestine, ce qui est une chose formidable. Bref, il y a ce facteur. Il y a également un autre facteur qui est que, et ça vous en avez parlé tout à l'heure, il y a un système extrêmement vicieux, il n'y a pas d'autre terme, d'acculer les gens à ne plus avoir d'autre choix s'ils veulent vivre, si leurs familles doivent rester préservées, etc., de commencer à refiler des informations. Il y a un système extrêmement élaboré pour cela, et c'est vrai qu'il y a des gens qui... Moi j'ai beaucoup de difficultés à les condamner parce qu'ils n'ont pas d'autre choix de survie très souvent, parce qu'on les coince dans des petites affaires et puis commence le chantage. Les Israéliens l'ont montré très souvent dans des films, les Palestiniens en ont fait également des films de fiction. Mais il y a aussi autre chose. Il y a ce moulinet qui, en permanence, sort des gens des cellules et en ramène d'autres pour que le plein soit permanent.
Il y a également cette pratique fantastique qui, pour raison de sécurité, dans cette nation qui est la seule démocratie en Orient, bien sûr, beaucoup de personnes arrêtées n'ont pas accès à leur dossier. Pour raison de sécurité, elles ne savent pas pourquoi elles sont arrêtées. Elles peuvent rester des mois et des mois pour raison de sécurité. Bon, vous voyez un peu la justice. Mais il y a aussi autre chose. Il y a, à part les prisons, il y a la vie quotidienne qui est cauchemardesque. Il y a les problèmes des impôts, il y a les problèmes du mur, il y a le problème des mainmises sur les terres, il y a les vexations continues dans le déplacement. C'est infernal et c'est pour cela que c'est un système qui vise, en fait, à défaut de pouvoir refaire une guerre comme en 1948 pour sortir les gens, à les pousser à partir. Et aujourd'hui, il y a un mouvement. De lassitude, la lassitude, l'usure. Oui, et l'impossibilité de vivre. Et je suis sûr... Il y a un mouvement aujourd'hui, il y a un nouvel exil palestinien. Ils sont humains, les gens sont humains, je veux dire. Ils n'en peuvent plus, la jeunesse n'a pas de travail, n'a pas de débouché, a le sentiment qu'il n'y a pas d'avenir. Tout cela joue. Tout cela fait partie, à mon avis, aussi des problèmes auxquels sont confrontées les autorités palestiniennes. Et elles n'y répondent pas. Il faut dire qu'elles n'y répondent pas du tout. Donc il y a tout cela, mais il y a aussi un fait très important, qui est que cet État qui a signé des accords de paix, qui dit qu'il est en permanence floué, de facto sur le terrain, fait tout pour que cette paix n'advienne pas. Parce que tout ce qu'on entend, c'est ce qui pourrait rendre la paix impossible. Stéphanie Latabdallah, par rapport à ce que vous disiez sur la Cisjordanie, je voudrais qu'on revienne, puisque c'est à Gaza là, que se sont passés les massacres. On a remarqué que Chloé Demoulin, qui est notre correspondante sur place, a souligné le contraste. On s'attendait à ce qu'il y ait, peut-être hier, puisque c'était l'anniversaire de la Nakba, beaucoup de manifestations en Cisjordanie, de nouvelles violences, de nouveaux tirs de snipers, de nouveaux morts. Et en fait, il y a eu un grand contraste entre la mobilisation à Gaza, ces marches qui ont lieu depuis le 30 mars maintenant, on en est à plus d'une centaine de morts et à des milliers de blessés. Ça, c'est voilà, le Hamas qui a poussé ça, mais c'est aussi un mouvement populaire, semble-t-il. Et il n'y a pas la même chose en Cisjordanie. Il y a un contraste entre ce qui se passe à Gaza, je parle en termes de protestation, de résistance, et ce qui se passe en Cisjordanie. Comment l'expliquez-vous ? J'avoue que j'ai un peu du mal à l'expliquer dans le sens où jusque-là, la Cisjordanie, et en tout cas Jérusalem, se sont plutôt illustrées par des mobilisations, enfin depuis 2013, 2014, 2015, donc avec des mobilisations de toutes sortes, à la fois des mobilisations pacifiques, à la fois l'intifada, la petite intifada, le petit soulèvement, l'intifada des couteaux, etc. Donc en fait, on a un continuum de mobilisation. Ceci dit, on n'est jamais arrivé sur quelque chose de massif en même temps en Cisjordanie, et je pense que ce que je décrivais tout à l'heure y est sans doute pour quelque chose. Il y a une énorme fragmentation aussi territoriale de cet espace et beaucoup de contrôle en fait sur cet espace. Pour la première fois, on voit aussi Gaza qui reprend à son compte quand même une forme de mobilisation qui a été justement initiée en Cisjordanie, c'est-à-dire les marches, la résistance populaire qui commence en 2004, avec Nélin, Bélin, Nabi Saleh, etc. Donc là, c'est la première fois qu'on voit à la fois Gaza reprendre cette forme de lutte, qu'on a aussi d'une certaine manière à l'intérieur, en Israël, par les marches du retour des réfugiés de l'intérieur, des déplacés de l'intérieur, des Palestiniens d'Israël. Donc on voit la Gaza reprendre ce type de forme de lutte, avec le Hamas qui après s'en sert, instrumentalise, agit, etc., mais qui vient quand même au départ d'une volonté de la société civile d'intervenir. Et je pense que justement, il y a un rapport aux politiques qui, à mon sens, est en train de changer. Je ressens, en tout cas, j'entends, qu'il y a un fort discrédit quand même de ces partis politiques, très très fort, aussi bien du Fatah en Cisjordanie et du Hamas à Gaza, et sachant que le Hamas arrive encore à gagner des élections estudiantines en Cisjordanie, puisque il n'y est pas, il ne la gouverne pas, mais il y a quand même un gros discrédit des partis, de tous les partis, et une volonté vraiment, je crois, de la société civile de reprendre les choses en main et d'avancer sur d'autres formes de mobilisation.
qui sont beaucoup plus pacifiques, non violentes. En fait, enfin, on a toujours dit, mais les Palestiniens, pourquoi il n'y a pas de Gandhi palestinien? Ça a toujours été le leitmotiv. Mais ces Palestiniens, pourquoi sont-ils si violents, etc. Et et là, je ne sais pas s'il y a un Gandhi palestinien, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une volonté de dire, nous allons utiliser ces outils-là, boycott. Depuis le succès, quand même, la seule mobilisation qui est considérée comme un succès est BDS. Il y a aussi une mobilisation l'année dernière. La mobilisation, donc, de dire qu'il faut boycotter. Donc, en fait, il y a cette idée de. Oui, le mouvement boycott des investissements sanctions. Donc, en fait, il y a cette idée de dire on va utiliser ces mêmes moyens, boycott, sabotage, parfois, les gens le mentionnent, ne le font pas encore vraiment, mais c'est mentionné. Sabotage, marche. Ils tireront, mais au bout d'un moment, ils s'arrêteront de tirer. En fait, et donc, je crois que c'est quand même. Enfin, moi, ça me semble un mouvement de fond. Qui est à l'œuvre et qui remet quand même un peu en question à la fois les partis, à la fois l'autorité palestinienne, à laquelle il est reproché un déficit démocratique clair. Question précise. Il y a plusieurs vous allez choses. réagir, mais je voudrais juste vous préciser, puisque vous êtes dans le paysage politique palestinien, vous êtes, on pourrait dire, un adversaire politique du Hamas. Oui. Qu'est-ce que vous... En répondant et en réagissant, est-ce que vous avez le sentiment que ce sont des manifestations, des marches totalement instrumentalisées par le Hamas ou d'un authentique mouvement populaire? Je pense que c'est un mouvement, on le sait, qui est parti de plusieurs initiatives de la société civile. Et comme de toujours, certains groupes politiques se sont dit on va surfer sur la vague. Et d'ailleurs, maintenant, ils sont en train de faire un désastre, puisqu'ils viennent de déclarer officiellement ce soir que sur les 50 personnes abattues, sur les 60, 50 sont membres du Hamas, ce qui confirme toutes les accusations israéliennes. Que c'est un mouvement du Hamas complètement politique, terroriste. Le Hamas a déclaré ça. Oui, officiellement par la voie. Et a tiré aussi. Tout le monde essaie. Bon. Mais non, cela dit, il y a aujourd'hui, au niveau de la société. Vous voulez dire que le Hamas fait un cadeau à la propagande israélienne? Bien sûr. Il y a une méfiance générale vis-à-vis de tous les appareils politiques et de tous les partis. Si Gaza est en train de bouger plus, il faut le dire, c'est qu'en Cisjordanie, il y a un système utilisé par l'occupant de soupapes qui est extrêmement intelligent, qui, à chaque fois qu'on sent qu'on arrive à ébullition, il y a un lâchage de l'Est de la part des autorités pour calmer un peu la donne. Ce lâchage de l'Est, associé à cette idée qu'on n'attend plus rien de nos groupes politiques, de nos partis politiques, de nos organisations, fait que ça se calme. Les gens, par contre, je dis tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de paradoxes dans ce tableau qui est très noir. Moi, je peux vous dire une chose, et peut-être que vous le constatez quand vous y allez, il y a une vitalité époustouflante. Époustouflante. Ce n'est pas une société abattue, déprimée. Pas du tout. Moi qui en suis, mais qui vis en France, je vous donne ma parole, je suis ébahi quand je vois le quotidien, de voir comment ces personnes peuvent encore sourire, accueillir et être contents quand des étrangers viennent leur rendre visite. Je ne sais pas comment ils font. Vraiment, je ne sais pas comment ils font. Il y a une vitalité incroyable, il y a une créativité. Et on est en train de le voir au niveau du cinéma, au niveau du roman. On est en train d'avoir de plus en plus de passages vers la prose alors que la poésie était prédominante. Au théâtre. Donc il y a quelque chose qui existe. La société est vivante. Elle n'a pas cédé. Mais elle est tout le temps entre deux feux. Et nous payons une chose que nous ne pouvions pas éviter. Nous ne sommes plus en guerre, mais nous ne sommes pas en paix. Nous sommes entre les deux. Et ça, c'est une situation très compliquée. Sur cette vitalité, vous avez été voir l'exposition qui préfigure un musée d'art contemporain de la Palestine qu'organise Elias Sambar à l'Institut du monde arabe. Je devais y aller. Par contre, j'ai vu la construction de l'autre musée à Ramallah. Bon. Mais effectivement, il y a une vitalité extrêmement forte en Cisjordanie, à Gaza également, mais quand même beaucoup plus contrainte. On a quand même sur des situations qui sont très très différentes en termes quand même de vie, d'accès à différentes choses. Je veux dire, Gaza, c'est quand même
une catastrophe humanitaire et environnementale. On ne peut quand même pas dire autre chose qu'on n'a pas en Cisjordanie. Hein. Je veux dire, l'idée, c'est de maintenir prison à ciel ouvert, c'est une formule trop forte? Non, ce n'est pas une formule trop forte. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a cette idée de maintenir, je me souviens au moment de l'intifada dite des couteaux, je veux dire, ils fermaient tous les checkpoints et à un moment donné, l'armée a dit non, il faut ouvrir un peu. Donc on ouvre un peu. Mais enfin, pour parler de la vitalité, effectivement, moi je pense qu'à la fois les initiatives de la société civile en termes de mobilisation, qui sont innovantes. Par exemple, quand on voit en 2013 la création ex nihilo du village de Bab el-Shams, à la Porte du Soleil, hein, en référence à l'ouvrage de Elias Khoury. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se disent, bon, nous aussi, on va créer une petite colonie, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va récupérer une terre à Jérusalem en créant un village, ex nihilo, par exemple. Ça a été fait aussi dans la vallée du Jourdain, à Ein Hijle. Il y a ça, il y a cette espèce de créativité militante de la société civile, et moi, franchement, et il y a aussi une créativité artistique très claire. Et dans ces mobilisations, il y a ça, il y a la résistance populaire, il y a ces créations de villages, il y a des formes de performance, etc. Mais il y a aussi maintenant une autre forme de mobilisation que je trouve intéressante, qui est vraiment des mobilisations pratiques en termes aussi économiques, c'est-à-dire en termes, ce qu'on peut un peu avoir ici dans l'économie sociale et solidaire, mais liées à l'occupation. C'est-à-dire, à un moment donné, retrouver un accès aux ressources qui sont accaparées beaucoup par l'État israélien, par le fait de consommer local et donc de reproduire local, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont plus produites. Et donc, pour pouvoir continuer à cultiver, parce qu'il y a des cercles vicieux qui font que quand vous abîmez les terres avec des pesticides, d'abord vous les achetez en Israël, et ensuite vous les abîmez, et ensuite vous vous retrouvez à travailler dans les colonies et à les construire. Donc il y a aussi une prise il y a aussi ça, et là il y a aussi des formes de créativité, d'innovation, en fait, d'innovation très forte, en fait, finalement. Beaucoup d'autodérision. Mais en fait, finalement... Qui est une forme supérieure de l'humour. Aussi, oui. Mais il y a aussi... Oui. Pardon. Il y a aussi le fait que dans le peu, le dernier mot, dans le peu, on est obligé d'être créatif pour essayer de trouver une solution. Il faut inventer du beaucoup. On invente du beaucoup et c'est le cas. Bon. Elias Sambar, on peut aller jusqu'à ce week-end voir au musée. Et puis après, au bout de 2 mois, nous avons donc exposé cette année les derniers dons. Nous sommes à peu près maintenant... C'est à l'Institut du monde arabe. Oui, à l'Institut du monde arabe. Et c'est un projet d'un musée national d'art moderne de la Palestine et qui verra le jour à Jérusalem-Est et pas en Cisjordanie. Bon. Parce que les musées nationaux ont vocation à être dans la capitale. Si avec ces projets de grand Jérusalem, M. Netanyahou ne réussit pas à vous en empêcher. On verra. Cela dit, c'est un pari sur le fait que la vie sera plus forte, ce musée. Ce n'est pas uniquement un pari esthétique. C'est un pari sur l'espoir et sa vitalité. Et la force de la vie. Voilà. Merci à tous les deux.